Lors de cette présentation, je vais vous introduire l'analyse systémique et en quoi elle peut être utile aux sociétés, aux entreprises, comme par exemple en répondant à la question de ce séminaire, est-ce que l'excellence énergétique est-elle un objectif stratégique pour les entreprises? Alors, tout d'abord, je vais un peu expliquer qu'est-ce que l'analyse systémique et comment elle propose une vision différente du jeu économique via des courbes, des modèles et des tendances. Quelles en seront les conséquences, suivies de pistes et de conseils généraux ou particuliers. Alors, qu'est-ce que l'analyse systémique? L'analyse systémique, c'est la mise en relation des sphères techniques et sociales afin d'évaluer le comportement temporel d'un modèle complet. Et en l'occurrence, ici, ça va être la société humaine mondialisée. Alors, l'analyse systémique ne se base pas sur le proxy monétaire, c'est une analyse des flux physiques. Le proxy monétaire, la monnaie n'étant utilisée qu'à des fins de communication ou à des fins de contrôle, parce que, de manière générale, les gens interprètent beaucoup mieux la monnaie que les kilowattheures, c'est quelque chose de beaucoup plus simple à appréhender au quotidien. Il faut savoir que la systémique ne donne pas de solution unique. Elle donne en fait des limites, elle donne le cadre maximum dans lequel une société peut se situer, avec des tendances et des probabilités. Donc elle donne des informations qui sont des informations complémentaires pour la réalisation de balances coût-bénéfice-risque. Elle est donc complémentaire et opposée à l'analyse en silo. Alors, l'analyse thématique ou l'analyse en silo, c'est une analyse justement qui est en cycle ouvert. C'est une vision partielle de l'intégralité du système. Et de ce fait, les analyses thématiques, les analyses en silo peuvent être toutes individuellement valables en étant collectivement fausses. Il y a un très bon exemple à ce sujet. Un pays avait réalisé une série d'études sur la transition. La première, bon, je vais en prendre 3. La première traitait de la décarbonation du transport. Et pour ce faire, ils utilisaient 100% du surplus des énergies renouvelables. La seconde essayait de régler le problème de la stabilité du réseau électrique. Et ils utilisaient 100% des surplus des énergies renouvelables. Enfin, la dernière essayait de sauver la sidérurgie et la cimenterie. Et pour ce faire, ils utilisaient 100% du surplus des énergies renouvelables, en passant par l'hydrogène, pour produire ciment et acier. Sans vouloir être négatif, 3 fois 100% sur quelque chose qui est fixe, je pense qu'il va y avoir un problème, je pense qu'il y a un léger malentendu. Donc, comme dirait notre JCVD national, 1 plus 1 égale 11, c'est beau, mais c'est faux. Alors, en parlant de malentendu, je vais vous dire surtout ce que l'analyse systémique n'est pas. L'analyse systémique, ce n'est pas de la futurologie. L'analyse systémique, ce sont des probabilités et des tendances. Parfois, ces probabilités peuvent être proches de 100%, comme par exemple la probabilité que tout le monde dans cette salle ait déjà joué au Monopoly. Et proche de 0% également le nombre de personnes qui ont lu scrupuleusement et en intégralité les règles de ce jeu. Pourquoi? Parce que c'est un jeu auquel tout le monde joue, depuis longtemps, et approximativement de la même manière. Donc, on fait comme on a toujours fait, parce qu'on a toujours fait comme ça. Alors, pour un jeu de société, aller regarder dans le détail si ce sont bien les bonnes règles, les règles complètes, des règles simplifiées ou une simplification de règles plus complexes n'a quasiment aucune conséquence. Néanmoins, pour le jeu économique, je pense sincèrement que aller regarder en détail le manuel, se concentrer sur les petites lignes, pour voir quelle est la meilleure manière de gagner, peut être intéressant. Et pour ce faire, je vous propose le Complexopoly. Le Complexopoly, un jeu systémique et familial, pour les grands comme les petits, à partir de 8 ans, piles et accessoires non inclus. Premier exercice. Sachant qu'un enfant à l'âge de 5 ans a une taille de 110 cm, donc la ligne verte, et qu'il grandit de 6 cm par an, calculez la taille à 19 ans. Vous avez 2 heures. Bon, moi, je n'ai que 25 minutes, donc je vais vous donner directement la mauvaise réponse. Ce n'est pas 194 cm. Et vous le saviez. Vous le saviez pourquoi? Parce que vous en avez l'expérience personnelle et quotidienne. Sauf quand vous êtes trop longtemps dans une pièce avec Laurent Horvat, vous commencez à avoir des doutes, mais voilà. Donc vous en avez une expérience personnelle qui est confirmée par vos sens.
la bonne question à se poser, c'est est-ce que vos sens ne pourraient pas vous induire en erreur? Second exemple. La courbe du FMI nous indique que lorsqu'on augmente le PIB, il y a la croissance du bien-être. C'est une croissance linéaire et que, en toute logique, celle-ci devrait être continue en permanence. Malheureusement, cette courbe est fausse. Elle est fausse car elle ne représente qu'une partie du système. C'est une simplification de la règle générale. Car une des courbes principales de l'analyse systémique est la suivante. Toute chose égale par ailleurs, la modélisation nous indique que si on augmente un système donné le PIB, le bien-être croît linéairement, atteint un plateau et est ensuite décroissant. Alors initialement, moi j'appelais ça la courbe du petit prince, pour la simple bonne raison que moi ça me rappelle le boa qui a mangé un éléphant. Puis on m'a dit que cette courbe avait déjà un nom, c'est la courbe de Sénèque qui a été développée par Ugo Bardi. Alors, il faut savoir que, donc j'en reviens sur le fait que vous pouvez l'interpréter avec vos sens. Si je vous dis individuellement que pour exactement le même travail, je double votre salaire, avec vos sens, vous pouvez directement comprendre que votre bien-être va augmenter, c'est évident. Mais vous n'êtes qu'un cas particulier, vous êtes un maillon de la chaîne complète. Si je double le salaire de l'intégralité des maillons du système, vous n'obtenez pas une augmentation du bien-être, vous obtenez juste de l'inflation. Alors, il faut savoir que historiquement, la société humaine a déjà fait l'expérience du dépassement de l'optimum. Ça a donné 2 guerres mondiales et ça a donné 2 chocs pétroliers. Et en fait, on a donné une mauvaise hypothèse aux causes. Donc la cause des conséquences a été mal comprise, ce qui est actuellement encore le cas d'ailleurs. Parce que la première tendance de l'analyse systémique est la suivante. Ah oui, donc comme on le constate bien, on remarque bien que la courbe du FMI n'est qu'une partie de la courbe, c'est vraiment c'est une simplification, une sous-partie d'une règle générale. Donc la première tendance de l'analyse systémique, c'est une stagnation ou voire une récession depuis au moins 2 décennies sur le système mondial. Alors, ceci est invisibilisé, ou en tout cas réduit, atténué par 3 principes. Le premier est la dégradation des actifs. La dégradation des actifs peut passer par 2 principes, soit l'OPEX, soit le CAPEX. Alors, premier cas, vos amortissements, normalement, ont comme intérêt de pouvoir renouveler vos immobilisations à la fin de la période d'amortissement. Rien ne vous empêche néanmoins de consommer vos amortissements pendant la durée d'amortissement au lieu de les mettre de côté et d'augmenter temporairement votre pouvoir d'achat. Néanmoins, au renouvellement de l'immobilisation, ça risque d'être problématique. Second exemple, si votre bagnole vous dit que vous allez avoir un pépin, vous avez 2 options. Soit vous allez directement au garage et vous payez le garagiste pour la dite réparation, soit vous faites comme si de rien n'était. Vous pouvez le faire longtemps, mais jusqu'à la panne finale, dont le coût sera à minima le coût cumulé de l'intégralité des réparations qui auraient dû être réalisées. En effet, vous allez tomber en panne, vous allez avoir besoin d'une dépanneuse et les pièces d'usure se sont probablement dégradées, entraînant la dégradation d'autres pièces dans le système. Un deuxième biais est un biais psychologique. C'est ce qu'on appelle le shifting baseline ou amnésie générationnelle. C'est un principe psychologique qui, dans le cadre d'une modification lente mais continue, notre cerveau va adapter sa mémoire à la réalité actuelle. Typiquement, les insectes, auxquels on ne pense généralement que sous contrainte. Comme je suis en train de le faire avec vous, vous dites, tiens, oui, c'est vrai. En fait, si on regarde, une baisse continue de 5% annuelle conduit au bout de 30 ans à une baisse totale de 80%. 30 ans, c'est très long pour un humain, mais pour un système, c'est un bref instant. Enfin, un troisième principe qui va atténuer la dégradation, enfin, qui va camoufler cette tendance, est un biais à peu près similaire, c'est ce qu'on appelle le biais technologique. Le biais technologique nous fait considérer que toute amélioration améliore le service, alors que dans la pratique, que vous regardiez un film en famille
sur une télé basse définition en noir et blanc ou en 4K sur un écran, sur une télé de 1 mètre de diagonale est exactement le même service. En fait, le biais se situe sur le fait que il est impossible de réaliser une comparaison dans le futur. Vous ne pouvez réaliser une comparaison de qualité de service que a posteriori. Vous ne pouvez regretter que ce que vous avez connu. Et donc, si on se pose un peu la question, est-ce qu'à un moment, est-ce que la qualité de la vidéo vous a réellement empêché de passer un bon moment? Parce que c'est ça l'intérêt de regarder un film en famille, c'est de passer un bon moment. La seconde tendance majeure, c'est l'effet ciseau. Alors, l'effet ciseau est dû à 3 éléments et un élément complémentaire qui va renforcer l'ensemble. Le premier, c'est le pic des efficacités de conversion des énergies historiques en énergie utile pour la société. Vous avez 1 tonne de charbon, vous réalisez 1 tonne d'acier, vous augmentez votre efficacité, vous réalisez 2 tonnes d'acier, 3 tonnes d'acier, 4 tonnes d'acier. Ceci a un plafond, un maximum. En fait, quand l'expression mathématique est une sigmoïde. Et ceci doit être mis en parallèle avec la déplétion continue de la qualité. J'insiste vraiment sur la qualité, comme on en a parlé avec Laurent. Un baril de shale oil n'est pas un baril de pétrole brut. Ce n'est pas la même qualité. Vous ne pouvez pas faire la même chose avec elle. Donc il ne faut pas compter la quantité, mais bien la qualité. Si vous avez une décrue continue de quelque chose face à quelque chose qui plafonne, en tendance, vous êtes décroissant. Alors juste pour le fun fact, en fait, si vous multipliez les deux, ça vous donne de nouveau une courbe de Sénèque. Alors pour revenir sur le point sur il ne faut pas confondre efficacité et rentabilité. Si vous avez un employé qui est ultra efficace et qui vous produit 1 dossier par jour, il sera quand même moins rentable qu'un employé qui est totalement désordonné et bordélique, efficace à 50%, mais qui vous traite 5 dossiers. L'efficacité ne présume pas de la quantité totale qui sera utile pour vous. Donc, les nouvelles productions d'énergie sont certes efficaces, mais elles sont moins rentables en tendance. J'insiste vraiment sur le en tendance. En fait, il faut absolument éviter d'utiliser le proxy monétaire. Alors pourquoi? Parce que moins cher ne veut pas dire pas cher. Il ne faut pas confondre les 2 éléments. Ce n'est pas parce qu'un prix est décroissant en tendance qu'il est forcément pas cher. Un autre exemple. Si je vous propose... Ah oui, c'est ça. Il faut faire attention. Beaucoup ne veut pas dire possible. Là, je reviens sur mon exemple. Oui, sinon ça ne marche pas bien. Si je vous propose un investissement avec un rendement de 10% ou des investissements avec un rendement de 1%, où va votre choix? La réponse est évidente. Ce à quoi je pourrais vous rétorquer, les deux donnent exactement la même chose, sauf que dans un cas, vous devrez investir 10 fois plus et vous obtiendrez le même résultat final. La quantité n'est pas la qualité. Beaucoup ne veut pas dire possible. Cependant, et j'insiste, même si ces énergies sont moins rentables en tendance, elles sont nécessaires et non négociables pour 2 facteurs. Soit pour la décrue continue effectivement de la qualité des énergies historiques, ça c'est une chose, soit si on veut réaliser collectivement une transition écologique. Et c'est personnellement ce que je souhaite. C'est la seule opinion que je donnerai pendant cette présentation. Normalement, je me borne à des analyses. Et donc, justement, un troisième élément qui vient renforcer cet effet ciseau, ce sont les limites planétaires, dont le climat en fait partie, parce qu'on parle énormément de climat, mais il y a beaucoup d'autres limites planétaires que nous sommes en train de dépasser. Je pense qu'il y a Nature qui a publié il y a de l'ordre de la semaine passée ou il y a 2 semaines qu'on venait encore de dépasser 2 limites planétaires. Donc le climat est important, mais ce n'est pas la seule contrainte. Et des investissements devront être réalisés, soit pour pallier les conséquences de ces dépassements, soit pour les réparer. Ce sera non négociable. Enfin, l'importance des transports, qui est un élément que je pense être mal compris.
car de plus, il y a énormément de rétroaction dans ce système, dans ce sous-secteur. Le transport est une perte nécessaire à assurer la complexité d'un système. C'est une perte obligatoire qui doit être minimisée. Petit exemple simple. Un four cubique, plus il est grand, plus il sera efficace, plus le pourcentage de perte sera faible. Un, pour des raisons d'économie d'échelle. Deuxièmement, pour des motifs physiques. Un four cubique produit un volume pour des pertes en surface. Plus il est grand, plus le pourcentage de perte sera faible. Plus vous produisez, plus vous aurez besoin de transport. Et c'est exactement la même chose. J'ai pris l'exemple du navire. Un navire déplace un volume pour des pertes majoritairement en surface. De plus, le navire possède un moteur four cubique sur lequel on peut appliquer exactement la même logique. Plus vous produisez, plus vous serez efficace, plus le pourcentage de pertes sera faible. Moins vous produisez, plus le pourcentage de pertes sera important. Si on décroît la quantité, le bateau sera soit plus petit, il sera donc moins efficace. Si vous produisez moins, le grand bateau sera moins souvent utilisé et vous avez une perte de rentabilité sur l'actif. Ceci nous mène à la combinaison des deux premières tendances nous amène à ce qui nous intéresse le plus. Jusqu'à minima 2050, la société européenne, les pays européens seront fortement touchés et verront leur pouvoir d'achat continuer à décroître. Alors ceci est dû à 6 facteurs. J'en ai rajouté un dans le train. La pyramide des âges, une forte tertiarisation, un niveau de vie important, le manque de ressources internes, la réduction des États périphériques et les conséquences du réchauffement climatique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Non. C'est juste une information. Car un niveau de vie moyen qui baisse n'est pas moins de clients, ce sont des clients différents, de nouvelles consommations et de nouveaux marchés. S'anticiper et s'adapter est donc un avantage concurrentiel important en plus d'être nécessaire. Il ne faut pas, donc l'analyse systémique va nous indiquer très clairement, il ne faut pas produire ce que les gens pensent vouloir, mais ce qu'ils voudront se permettre. Il ne faut pas produire ce que les gens pensent vouloir, mais ce qu'ils voudront se permettre. Petit exemple. Situation actuelle, la courbe de revenus de vos clients potentiels. En orange, la distribution du revenu de vos clients effectifs, votre marché étant l'intersection des deux courbes. Une diminution du pouvoir d'achat va déplacer la courbe vers la gauche. Une diminution de moins 3% du pouvoir d'achat moyen conduit pour le premier produit à une diminution de 11% de son marché. C'est une mauvaise nouvelle. Pour un second produit, il conduit à une hausse de consommation de plus 8%. Il faut donc produire ce que les gens voudront se permettre, ce qu'ils désireront, ce qui leur sera utile dans le futur, pas ce qu'ils pensent être intéressant pour eux dans le futur. Il faut vraiment, et alors il ne faut pas penser produit, mais service rendu. Un petit exemple avec un lit. Un couple décide de passer d'un lit de 140 à 160 cm, pour des motifs quelconques. Quel est leur gain? Le gain est de 50%, il n'est pas de 15% comme on pourrait le présumer. Pourquoi? Parce qu'un lit pour couple, le service rendu est le fait de pouvoir dormir confortablement avec un écart. Donc c'est l'écart, l'espace qui vous sépare de l'autre qui vous permet de dormir correctement. Un humain faisant en moyenne 50 cm de large, vous passez de 40 à 60 cm. Et vous avez donc une augmentation de 60%. Donc, pour revenir un peu sur la courbe de Sénèque. En dessous d'un mètre ou en approchant un mètre, vous allez mal dormir, c'est une certitude. Au-delà d'un mètre 40, toute augmentation de 20 cm sera systématiquement moins pertinente que l'augmentation précédente. Vous allez avoir un service rendu qui va plafonner. Néanmoins, si vous dépassez 2 mètres, 2 mètres 20, 2 mètres 40, 3 mètres, alors soit vous abattez les murs, soit vous changez de maison,
Et en plus, la gestion des draps, vous devez engager une tribu de scouts. Je vous le garantis sur facture. Mais tout ça, ce sont des coûts supplémentaires. Vous êtes en train de dégrader votre pouvoir d'achat pour un service qui plafonne. Et on retombe sur croissance linéaire, plateau, décroissance. C'est un principe qui s'applique à beaucoup de choses. Ici, le revenu individuel, selon une étude de Killingworth. Vous avez de nouveau exactement le même principe. Croissance rapide, plateau, décroissance. Alors, moi je conseille de manière générale, c'est produire, donc c'est optimiser l'énergie qui est attribuée pour un service rendu. Mais il y a évidemment bien d'autres solutions, comme la solution D, qui est un D comme DUS. Alors tout d'abord, vous pouvez vous dire, qui c'est celui-là, qu'est-ce qu'il raconte, ça ne m'intéresse pas, je ne le connais pas. Et vous pouvez. Comme Laurent, moi je ne fais que proposer une voie, je n'obligerai jamais personne à l'emprunter. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. Vous pouvez le faire aussi comme DUS, c'est bon, on verra, ça tiendra tant que ça tiendra. Rien ne vous en empêche, vous pouvez penser que votre business, tant qu'il tient, ça va, et puis si c'est faillite, bah, c'est comme ça, je ferai autre chose ou j'arrêterai. C'est toujours une option. Il y a vraiment beaucoup d'options qui sont valables. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, il y a uniquement des conséquences à assumer. Ensuite, une autre méthode. Les diamants ne meurent jamais. La méthode James Bond. Magnifique, inaltérable, diamant, luxe, armement, technologie. J'ai toujours existé, j'existerai toujours, je ne suis pas concerné. Vous pouvez penser ce que vous voulez, réellement, sincèrement. Je vais juste citer Alphonse Allais, qui m'amuse beaucoup, et qui avait dit « J'ai décidé de vivre éternellement, et jusqu'ici, tout se passe comme prévu. » Une autre solution, la solution Into the Wild. Allez voir ailleurs si j'y suis, tout plaqué, je délocalise. C'est aussi une solution qui est viable. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. À vous de voir. Dernière solution, un hommage au grand acteur qui était Christophe Lambert. La solution Highlander. Fusion, acquisition, découpe. Mais je vous conseille de faire quand même attention parce que vous ne serez pas forcément le seul en kilt à attendre le bon moment et je ne suis pas certain que Sean Connery puisse encore vous aider. Alors la méthode Highlander peut se décliner sous une autre forme. C'est le fait d'appliquer de bonnes solutions mais individuellement. Alors, il y a des solutions, donc individuelles, mais je conseille vraiment très vivement de les utiliser collectivement. Alors comme je l'ai déjà expliqué précédemment, optimiser l'énergie par unité de service est important. C'est primordial. Utiliser l'analyse systémique et temporelle pour déterminer pour pouvoir faire évoluer votre production à ce que les gens pourront se permettre, et aussi parce que je prêche pour ma paroisse. Et alors, un élément complémentaire, l'importance des relations, l'importance de la confiance. Elles seront favorisées par la proximité, qu'elle soit géographique ou affective. C'est pour ça que moi je prône des relations de type familial, honnêtes, transparentes, équitables, justes. Pourquoi ? Parce que plus votre relation sera de confiance, plus il est probable qu'elle sera durable. Et la durabilité est importante pour sécuriser votre business et vos approvisionnements. Petit exemple, Ford, par exemple. Ah non, si vous achetez des pneus à Jean-Michel, avec qui vous vous entretenez une relation de confiance, il est fort probable qu'il vienne acheter chez vous un vélo, et pas ailleurs. Vous avez une relation de confiance mutuelle qui va s'avérer être un win-win. Parce que tout le monde est le client de ses clients. Nous sommes dans un système, vous êtes tous le client de vos clients de près ou de loin. Comme par exemple Ford l'avait très bien compris, et en permettant à ses ouvriers d'acheter une voiture, il y a eu un gain individuel et un gain collectif. Donc l'idée principale, c'est d'influencer afin qu'un maximum de personnes jouent à ce jeu du win-win. Vous remplissez un ballon d'eau, votre but, c'est de limiter les fuites. Donc, selon moi, il faut influencer les citoyens en tant que consommateurs et producteurs, parce qu'ils sont aussi leurs propres clients, avec une relation de confiance.
Ceux-ci vont influencer les politiques nationales et européennes qui pourraient éventuellement investir, vous subsidier, changer la législation, prôner un aménagement du territoire qui vous est favorable. Et si, zut, et si ces investissements et ces subsides sont bénéfiques au contexte socio-économique global, vous allez établir une relation de confiance avec les citoyens qui vont à nouveau influencer les collectivités et le politique, et vous avez bouclé et la boucle est bouclée, et vous avez quelque chose qui va se tenir. L'union fait la force. C'est pas parce que je suis belge que je dis ça, mais un peu quand même. Enfin, je ne suis pas sûr qu'on soit le meilleur exemple du monde, mais bref, on ne va pas faire de politique. Donc, la communication, pour moi, est essentielle. Il faut que le problème soit, 1, compris, 2, accepté. Sous ces deux conditions, la réindustrialisation sera possible. 1, pour les infrastructures, aménagement du territoire, investissement. Dans le second temps, pour les compétences. Ouvrier est un métier d'avenir qu'il faut valoriser absolument. Lorsque j'étais chef d'équipe, j'ai toujours valorisé ce que faisaient les ouvriers avec lesquels je travaillais. Nous formions une équipe, chacun avait ses compétences, ses connaissances, et nous travaillions d'égal à égal dans un but commun. Et je pense que c'est pour ce motif, partiellement, en tout cas ça explique, le fait que nous avions une des meilleures équipes de l'usine. C'est vraiment un jeu d'équipe, c'est quelque chose vraiment qu'il faut comprendre. Car ce qui est gagné à gauche peut être rendu à droite. Un secteur qui serait moins concerné a tout intérêt à jouer quand même au système parce qu'il sera le client de ses clients. Un plus petit appartement peut engendrer plus de viande, plus de vêtements, plus de gadgets. Il n'y a pas de bon choix, pas de bon ou de mauvais choix, il y a seulement des conséquences. C'est une balance, un jeu à somme nulle. Ce que vous retirez à gauche, vous pouvez le mettre à droite. C'est la même chose pour le dépassement des limites planétaires. Ce qui sera économisé à gauche peut être rendu à droite. Plus on minimisera les investissements qui devront être réalisés pour limiter ou éviter les conséquences du dépassement des limites planétaires, pourra être réinvesti en culture, soins de santé, investissement, formation, pour atteindre les bonnes compétences, ou en subside. Si tout le monde n'est pas embarqué, ça risque d'être compliqué. Et le premier qui bouge n'a pas forcément perdu s'il n'a pas la bonne direction. S'il a la bonne direction, et en plus, s'il est accompagné. Si un groupe se dirige dans la bonne direction, il a toutes les chances de pouvoir passer d'éviter les problèmes, puisque déjà il va éviter des embûches inutiles en empruntant un mauvais chemin. Alors, des éléments en vrac. Un élément, bon, étant métallurgiste de base, la standardisation des métaux et des alliages, pour moi, est primordiale. Alors, je sais que législativement et techniquement, ça risque d'être compliqué, mais il faut savoir qu'un acier secondaire, donc un acier de recyclage, consomme entre 5 et 7 fois moins d'énergie qu'un acier primaire, donc un acier de première fonte. Donc, en standardisant les nuances, leur cyclage sera favorisé. Et il y a une économie d'énergie qui est très importante. On en revient à l'idée de base qui est l'objectif est de réduire la consommation d'énergie par service rendu. 5 fois moins pour une éolienne, 80 à 90% de son coût énergétique, c'est de l'acier. 5 fois moins. C'est énorme. Un autre élément que moi je trouve important est la cogénération extrasectorielle. La chaleur fatale des entreprises, basse température, basse et moyenne température, peut totalement être valorisée dans le tertiaire ou au sein des ménages. Ceci implique la chose suivante, c'est qu'il faut avoir une concentration et un aménagement du territoire intelligent. Vous allez avoir effectivement des contraintes, mais aucune contrainte n'est plus forte que celle de l'énergie sur le système socio-économique. Donc pas de bon choix, pas de bon ou de mauvais choix, seulement des conséquences. À savoir que plus une chaleur fatale est importante, plus la température d'une chaleur fatale est élevée, plus elle sera valorisable. Donc, il faut vraiment bien faire la balance entre coût du déplacement de cette chaleur, plus elle est élevée, plus c'est intéressant, et le coût de l'investissement qui permet d'apporter cette chaleur fatale à un usage utile.
on en revient dans un autre style sur l'aménagement du territoire. Alors, l'aménagement du territoire, vous pourriez vous dire que vous n'êtes pas concerné. Cependant, je pense que jusqu'à preuve du contraire, votre implantation, vous pouvez jouer dessus. Donc vraiment, l'implantation, vous ne serez pas les seuls, mais l'implantation de vos usines, vos moyens de production est importante. Mais il n'y a pas que ça non plus. C'est l'implantation des moyens de production par rapport à vos sources, par rapport à vos besoins, mais aussi par rapport à vos consommateurs. Le transport est ainsi minimisé. En parlant d'aménagement du territoire, l'urbanisme. Pour tout ce qui est logement, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Prenons, je vais prendre deux exemples, le cas japonais avec les futons, où la pièce est attribuée au repos, on roule le futon, on le range dans une armoire et vous avez une pièce libre que vous pouvez utiliser à un autre usage. Votre pièce a donc deux fonctions utiles. Vous avez largement augmenté l'utilité de la pièce par rapport à son coût de fabrication. Ensuite, des lits bureaux, ça peut être n'importe quoi. Si ça peut être à double usage, modulable, avoir plusieurs usages, vous rencontrez exactement le même objectif. On peut prendre aussi l'exemple de Paris, où une bonne parfum. Pas mal de gens vivent dans moins de 20 mètres carrés parfois, moins même de 10 mètres carrés. C'est peut-être pas agréable, mais ils s'en tirent quand même. L'importance de la production locale. Le lin, le chanvre, le bois matière. Très attention au bois matière, ne pas confondre le bois matière avec le bois énergie. Je ne vais pas traiter le bois énergie ici, mais le bois matière est très intéressant. Le lin, les productions locales peuvent être valorisées, elles doivent être rendues sexy. Alors, de un, vous allez réduire votre transport, mais en plus, vous allez sécuriser vos approvisionnements, proximité, relation de confiance. Exemple, le lin suisse, bon pour moi, doux pour la planète. Le lin, je respire enfin. Voilà, maintenant vous imaginez, c'est Tom Cruise qui vous voulez, hein. Voilà, vous avez, hop, c'est parti. Un élément que je n'aime pas placer, mais parce que je suis un grand fan de barbecue et de laitage, je pense que vous pourrez confirmer. Voilà. Mais malheureusement, voilà. Moins d'élevage, c'est une économie d'énergie importante. Mais de nouveau, pas de bon choix, pas de bon de mauvais choix, juste des conséquences. Vous pouvez avoir gardé le même élevage, mais ce qui est donné à gauche doit être pris à droite. Ça doit être un choix collectif. Le transport, toujours. Vélo, train, vélo électrique, vélo mécanique, les deux valent, et le train, qui sont des moyens de transport efficaces. Attention, cependant, efficace ne veut pas dire efficient. Un train efficace avec 0 passager, c'est pas efficient. Donc, il y a vraiment des logiques à aller chercher. D'où l'intérêt du temps partiel. Le temps partiel doit être promu et rendu possible et viable. Alors, un des éléments principaux, c'est de limiter les pointes. Si vous avez des horaires, des temps partiels avec des horaires variables, vous pouvez écraser votre pointe. Et donc, à ce moment-là, si je reviens sur l'exemple du train, si vous avez un flux qui est plus constant, vous limitez vos pointes, vous avez un usage des transports publics, un usage des routes qui est réduit et constant, ce qui permet d'obtenir l'optimum. Il faut, dans un même genre, favoriser l'usage et la possession. L'usage, vous allez avoir pour un bien ou un service, l'utiliser peu fréquemment. Si vous le partagez, pour un même investissement initial, vous allez augmenter son usage. Et donc, vous allez, certes, augmenter la quantité d'énergie qui est consommée, mais par rapport à quelque chose, à un coût énergétique de production qui, lui, reste fixe. Vous allez donc, un peu comme dans l'histoire du four, vous allez donc avoir augmenté, vous augmentez la quantité totale, mais vous diminuez la perte. Et puis, c'est au cas par cas selon votre secteur. Il y a deux éléments sur lesquels je souhaiterais quand même revenir qui peuvent être risqués et dangereux. Alors, dans les calculs, dans l'évaluation d'un produit, il ne faut pas uniquement évaluer le coût de production, transport, etc., etc. Il faut aussi calculer le coût d'usage. Si vous produisez efficacement quelque chose qui consomme 1 TWh, je vous le garantis, personne ne l'achètera. Les deux doivent être minimisés et pris en considération. Et ensuite, l'automatisation, qui, certes, a des intérêts, mais présente de très gros défauts et de très gros désavantages, et qui doit vraiment être étudié au cas par cas. Donc pour clôturer cette présentation, l'excellence énergétique est-elle un objectif stratégique pour les entreprises?
Oui, évidemment, parce que l'excellence énergétique est un des moyens de produire efficacement les biens et les services qui seront requis demain, qui seront requis dans le futur. Il ne faut pas produire ce que les gens pensent vouloir, il faut produire ce que les gens voudront se permettre. Une petite citation que j'apprécie pas mal, c'est « Nous étions au bord du gouffre, mais aucune inquiétude. Aujourd'hui, nous avons fait un grand bond en avant. » Merci beaucoup.